Bonjour Pauline, Bonjour Marjorie. qu'est-ce que vous faites ? Je m'exerce à faire Mary Poppins. Bah oui, on m'a dit que vous étiez quelque part une Mary Poppins dans le management de transition. Qu'est-ce que ça veut dire en quelques mots ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simple, c'est une image qui est venue quand il a fallu expliquer à des enfants ce que je faisais dans la vie. Et du coup, j'ai commencé à expliquer et finalement, la petite a dit en fait, ça fait un peu comme Mary Poppins. Et j'ai trouvé que l'image était très belle et que ça m'a, moi, retransportée dans mes convictions et mon histoire d'enfant. Donc, c'était tout trouvé. Bon, on va parler de tout ça bien plus au calme. On va quitter cette superbe cuisine où effectivement, il y a un repas qui est en route. Allez, on y va. Bienvenue dans Booster, un podcast inédit qui donne la parole à des femmes qui ont choisi d'être totalement libres pour mieux transmettre leur expertise et donner du sens à leurs convictions. Je suis Marjorie Murphy et je vous emmène à la rencontre de ces pépites qui ont accepté de se livrer sans filtre. Pauline Leré fait tout plus vite que les autres. Réfléchir, agir, apporter des solutions, procurer de la joie. Pauline a une particularité qui est aujourd'hui une vraie force et qui fait d'elle un manager de transition très singulier. Elle accompagne les entreprises à l'image de Mary Poppins. Eh ben nous voilà plus tranquilles dans votre bureau, Pauline Leré. Merci donc de me recevoir. Je disais, vous avez un côté Mary Poppins, vous le disiez vous-même, depuis que vous êtes manager de transition, parce que vous venez avec votre joie de vivre et des outils qui permettent de faire une vraie transformation de l'entreprise pour laquelle vous êtes en mission. Mais je vous propose, si vous le voulez bien, Pas de problème. qu'on commence par le début de votre carrière, je dirais même en fait de votre vie, pour qu'on comprenne bien justement comment vous en êtes arrivé à ce métier de manager de transition. Donc, si on repart du départ, quand vous êtes assez jeune, peut-être avant vos études, vous voyez comment et dans quel état d'esprit vous étiez plutôt petite ? En fait, dès petite, j'ai été diagnostiquée comme enfant précoce. Et donc, du coup, c'est assez connu aujourd'hui, l'accompagnement d'enfants, comme on dit, zèbres aujourd'hui. Mais il y a 37 ans, ça l'était un peu moins. Et du coup, j'ai ressenti très tôt que j'étais pas complètement faite pour le monde qui m'entourait et que j'avais l'impression de devoir m'adapter en permanence pour essayer de me fondre dans la société, dans des codes qui me paraissaient pas complètement logiques, etc. Et donc, du coup, j'ai développé, je pense, grâce à ça, des qualités de communication et relationnelles, même sociales, je dirais, pour pouvoir essayer de me faire comprendre, c'est-à-dire de faire comprendre l'écart de perception qu'il pouvait y avoir entre ma manière de voir le monde et celle dont les gens qui m'entouraient le vivaient. C'est rigolo parce que ce genre de typologie de personnes, on nous dit souvent qu'au contraire, la communication n'est pas facile pour eux, que, en tout cas du côté Asperger, le côté social est compliqué. Vous avez tout de suite eu envie de prendre le contre-pied. Je ne sais pas si c'est envie, je pense que c'est un moyen assez défensif finalement. L'idée quand même, c'est de pouvoir vivre bien, en sécurité, épanoui. On est des animaux sociaux, les êtres humains, et donc du coup, on a besoin de trouver sa place. Et donc assez jeune, je me suis posé ces questions-là et j'ai construit mon parcours de vie, beaucoup dans le voyage, avec des études à l'étranger, avec la diversification, etc. Dans cette découverte de tout ce qui pouvait m'éclairer ou me faire contribuer à trouver cette place. Ce qui est encore plus extraordinaire, je dirais, c'est que vous avez même carrément choisi d'aller dans la communication.
Oui, alors petit à petit, ça s'est fait assez naturellement. Parfois, on construit sa carrière au fur et à mesure des opportunités et notamment quand on est à l'étranger. Donc moi, j'ai vécu en Angleterre, en Espagne, en Suède, aux États-Unis. Donc j'ai fait vraiment un parcours assez international et j'avais cette ambition à chaque fois de réussir à vraiment comprendre les gens et donc de par la langue, etc. Je me voyais pas ne pas être capable de communiquer et de parler. Et en fait, ça s'est imposé assez naturellement à moi au fur et à mesure de la construction de ma carrière, d'avoir ces fonctions un peu de communication. Et vous vous faisiez pas du tout aider depuis le départ? Vous avez tout de suite pris les choses en main? Je crois que c'est un peu l'école de la vie aussi. C'est qu'au fur et à mesure, de manière récurrente dans mes histoires et personnelles et professionnelles, on m'a dit oui, mais ça va trop vite, ça va trop loin, ralentis, on peut pas aller aussi vite, on peut pas, etc. Ah oui. Et ça parfois ou régulièrement a chopé dans mon histoire de vie. Et du coup, là, récemment, quand j'ai posé un changement aussi d'orientation professionnelle, j'ai pris un peu de temps pour justement analyser tout ça. Et puis se dire, mais finalement, est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais être à ma place en allant vite et que ce soit ça la mission et que finalement, au moment où il n'y a plus besoin de cette capacité-là, je puisse passer la main. Et j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont mis sur la voie de cette fonction de manager de transition. Et effectivement, je me retrouve vraiment très bien dans cette posture d'avoir un regard extérieur, culturel, d'avoir à digérer des codes, une organisation, des leviers de performance, etc., extrêmement rapides. Donc là, du coup, je mobilise vraiment ce qui me semble être une qualité au service d'aller vite dans l'intégration, d'aller vite dans le diagnostic, dans le plan d'action, pouvoir avoir cette liberté de ton, d'être, effectivement, qui est extérieure, qui est un peu extraterrestre, réapporter souvent cette joie. Moi, j'aime les gens et du coup, j'ai besoin de recréer une aventure humaine. Et souvent, dans l'histoire du management de transition, quand on arrive, les collectifs sont quand même, je pense, régulièrement un peu en souffrance, avec un besoin en tout cas de redynamiser, de redonner du sens. Et ça, moi j'adore réécrire l'histoire, remettre de la magie, de la joie, mais aussi de la rigueur et des process pour réécrire une histoire en termes de performance. Et finalement, une fois que les outils sont posés, que les bases de l'histoire sont écrites, on peut s'en aller. Et voilà, parce que ce collectif est à nouveau en mesure de vivre seul, en autonomie. Et voilà. Revenons justement avant cette transformation de vous aussi, d'être passé du côté du management de transition. Quel a été le cheminement? Vous avez fait plusieurs groupes quand même, lesquels et puis qu'est-ce qui a déclenché cette envie d'aller vers le management de transition? Peut-être une rencontre, justement? J'ai commencé ma carrière dans les grands groupes, dans la banque. J'ai travaillé d'abord au siège du groupe Crédit Mutuel CIC et ensuite j'ai fait de la fusion-acquisition à la Société Générale, donc dans des énormes groupes, etc. Avec la suite d'un MBA en finance, une carrière qui s'annonce tracée, la fierté de mes parents, etc. Jusqu'au jour où, en rentrant un soir, je me suis endormie au volant. Et j'ai eu un grave accident de voiture avec multiples entorses des cervicales, etc. Et je me suis réveillée un peu miraculée, voire complètement miraculée. Et en fait, à ce moment-là, j'étais assez jeune, j'avais 23 ou 24 ans. Et j'ai pris conscience que tout ce qu'on se dit quand on commence sa carrière, qui dit c'est normal d'en baver au début, etc. Il faut faire des compromis pour pouvoir aspirer à être heureux et évoluer, etc. Je me suis rendu compte, là, pour le coup, j'ai expérimenté dans ma chair que la vie, elle pouvait s'arrêter et que finalement, j'avais envie de fonctionner un peu différemment et de considérer que c'est à chaque fois qu'on est heureux maintenant que finalement, on construit les bases pour être heureux plus tard et pas l'inverse. Donc, voilà. Et donc, j'ai démissionné de la Société Générale aux grandes dames de la terre entière pour rentrer dans une
dans une trajectoire un peu plus rebelle. D'abord, j'ai travaillé dans l'hôtellerie privée de luxe. Voilà, c'est une toute petite entreprise. Voilà, donc c'était super. C'était très, très émotionnel, très intense, très humain. Et puis ensuite, j'ai rejoint une entreprise familiale. J'ai travaillé avec ma tante dans un service de santé au travail sur la question de l'organisation du travail, de la qualité de vie au travail, des risques psychosociaux. Et donc, du coup, j'ai travaillé au sein de cette structure qui avait que des professionnels pour les aider à faire connaître ce qu'elles savaient faire. Je dis elles parce que c'était une entreprise que de femmes. Que de femmes, d'accord. Et une très, très chouette histoire humaine de découverte de ce que la question de la puissance de l'organisation pouvait faire, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Elle pouvait détruire comme elle pouvait révéler. Et dans le même temps, je suis rentrée au Centre des jeunes dirigeants, le CJD, un mouvement qui m'a beaucoup apporté, dans lequel j'ai beaucoup grandi, qui regroupe 4500 dirigeants, avec une vocation ou une conviction que l'économie est au service de l'homme et qu'on peut faire des entreprises, des espaces d'épanouissement, des espaces de modèles vertueux aussi, d'expérimentation. Donc voilà, et que finalement un dirigeant, il était régulièrement confronté au même type de problématiques, quel que soit son secteur d'activité. Et on apprend que c'est quand en tant que dirigeant, on est son premier frein au développement de son entreprise. Et donc, du coup, c'est via le regard des autres, quand on contribue à accompagner quelqu'un, qu'on grandit finalement le plus et le plus vite. Et donc, du coup, j'ai fait des magnifiques rencontres et un grand parcours au sein du CJD. Et puis, je suis rentrée après dans l'automobile via des rencontres aussi du CJD. Ah oui, oui. Et puis, les secteurs d'activité, je les trouve tous intéressants. C'est-à-dire que quand on est venu me chercher pour travailler dans l'automobile, je dis mais vous êtes fous. Moi, j'aime pas les voitures, j'y connais rien. J'ai même jamais fait de marketing au sens strict dans ma vie. Et du coup, la personne, le dirigeant qui m'a rencontrée, m'a dit justement, en fait, on a besoin d'une femme charismatique qui vient justement donner cette inspiration et cette joie dans ce milieu qui est quand même assez conservateur, voire phallocratique. Je crois qu'on peut pas dire tellement autrement. On est quand même dans les clichés, voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et ça s'est bien passé. En tout cas, j'y ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi. J'y ai passé des moments absolument délicieux, savoureux, intenses, etc. Ça a été aussi difficile à d'autres moments. Mais voilà, pour autant, j'y ai beaucoup grandi, appris beaucoup de choses, mais aussi renforcé des convictions. Et donc, du coup, quand les réorganisations post-Covid m'ont fait m'éloigner de la stratégie et de la vision que pouvaient porter les dirigeants de mon ancienne entreprise. Mais du coup, j'ai pris ce temps-là pour dire, alors... est-ce que c'est un échec finalement ? Est-ce que c'est encore une fois pas réussi à se faire comprendre, être en décalage, etc. Donc j'ai vraiment d'abord pris ça très directement, voire très personnellement. Et puis petit à petit, là pour le coup, j'ai été accompagnée, j'ai travaillé beaucoup en développement personnel pour rassembler un peu le puzzle de tout ça et dire... Donc il y a là autour des 35 ans, quoi. Exactement, quand ça s'est présenté, et c'était l'occasion de dire, comment est-ce que... on transforme cette forme de déception, en tout cas, en autre chose. Voilà, et je pense que c'est important de prendre ce temps-là. Et puis, petit à petit, j'ai essayé de regrouper tous les morceaux du puzzle. Et vous, alors, excusez-moi, mais vous êtes accompagnée par qui, là ? Alors, j'ai fait une formation qui s'appelle Big Bang Deviens qui tu es, qui est une formation à base de constellation familiale et d'hypnose. Donc, vraiment très développement personnel. Ah oui. Il me semblait que j'avais pas besoin des éléments techniques de digestion d'un parcours, etc. Et comme je le disais, le CJD est une école du développement personnel déjà, donc on a tous été assez formés. Et là, j'avais le sentiment qu'il était... pour moi, c'était le moment, vraiment, c'est une formation de 9 mois, donc assez symbolique dans le fait de faire accoucher des projets. Voilà. Et du coup, c'était vraiment un temps... pas toujours facile, d'ailleurs, dans l'introspection et prendre du temps pour soi. On dit toujours c'est génial, profite, et on a d'avoir l'impression qu'on joue au golf toute la journée. Ou voilà. En fait,
cette période d'introspection, il faut un peu de courage, je pense, pour aller visiter ces endroits un peu sombres, mais c'est essentiel finalement à la transformation. Et donc, c'est aussi une très, très jolie période ralentissement. Ouais, et c'est à la sortie de ça que vous avez eu une sorte d'épiphanie Exactement. En fait, quand j'ai terminé le parcours, assez symboliquement, la dernière séance, j'ai posé le nom de mon entreprise, de l'entreprise qui allait accoucher de ça. C'était pas encore exactement clair ce qu'elle allait faire, mais c'était sûr, elle allait s'appeler Oxymorph. Oxy pour oxygène, amener de la vie, et oxymore, rendre visible l'invisible ou rendre dissible l'indicible, et morph pour la transformation. Et puis petit à petit, donc ce oxymorph, je ne savais pas exactement quelle forme il allait prendre. Et finalement, il a pris assez naturellement la forme de la direction de transition. Du management de transition. Mais quelqu'un vous en a parlé, enfin... Alors, ils sont 3 à m'en avoir parlé, quasiment dans la même semaine. Donc Aurore, que vous avez interviewée Aurore Butreau, en début, mais oui, elle fait partie d'un des épisodes. Exactement. Et donc qui était dans la même entreprise que moi. Voilà, on a travaillé ensemble. On n'était pas beaucoup de femmes, donc on était assez proches. Et on est resté. Elle était dans l'automobile. Exactement. Un autre des dirigeants, enfin les 2 autres dirigeants de transition avec lesquels j'ai pu échanger. Et je disais, mais moi, dans cette période de transformation, j'ai une vraie conviction. C'est que l'approche de la restructuration, elle doit être défensive. Il n'y a pas le choix, il faut restructurer, etc. Mais il y a un moment, il faut redonner du souffle offensif. Et ce souffle offensif, je crois que c'est celui que j'ai envie d'apporter. Donc, et ça s'est fait tout naturellement. Et j'ai rencontré des associés de Valtus, etc., qui étaient au départ un peu circonspects, parce que mon profil, pour le coup, est, je crois, pas très, très courant dans le... Alors, et en termes d'âge, et en termes de positionnement, etc. Mais finalement, ça leur a bien plu. Et le lendemain, ils m'ont appelée. Alors, vous avez commencé avec quoi ? Donc, j'ai commencé dans une entreprise qui avait un besoin de faire fusionner 2 histoires au sein d'un même parcours client. Donc, c'est une entreprise qui a fusionné il y a longtemps, mais qui a encore 2 cultures, 2 sites, etc. Et qui avait besoin de revoir et de rebalayer sa vision client, l'expérience de ses clients, etc. Et aussi de retrouver de la vie. Moi, je vois les équipes que j'ai la chance de pouvoir accompagner. Il y a de ça, quoi. Il y a comment est-ce qu'on se libère, comment est-ce qu'on ose, comment est-ce qu'on prend ses responsabilités aussi. Et je me trouve très à l'aise et très à ma place dans ce rôle de dirigeant de transition. Alors, c'est une question qui est un peu redondante dans notre podcast, mais c'est important de le savoir parce que vous n'avez peut-être pas toute la même idée de ce qu'est la définition de manager de transition. Quelle est la vôtre ? Eh ben, j'aime bien cette idée. Je reviens à cette image de Mary Poppins, mais je trouve que c'est assez vrai. C'est-à-dire qu'on arrive dans une période un peu de tempête où, pour X raisons que ce soit, il y a un trou dans la raquette, il manque quelqu'un, où il y a et donc on arrive pour accompagner ça, pour aider les gens à retrouver leur place, à retrouver de la performance, à ramener de la vie, vraiment, parce que dans la crise, on peut être aussi complètement inhibé. Donc à reprendre confiance. Et pour moi, un manager de transition, justement, il prend cette situation telle qu'elle est, et sa mission, ou en tout cas ma vision, c'est de dire voilà où je dois l'emmener pour que la personne qui me succède, elle puisse la prendre à cet endroit-là ou dans cet état-là. On a tous intérêt à faire de ces forces qui rentrent pas complètement dans les cases, finalement, une vraie force et un vrai domaine d'excellence. Et ça peut prendre du temps à identifier, mais que finalement, ça évite de se limiter ou essayer de... Enfin, moi, je veux plus jamais entendre Pauline, tais-toi et rentre dans les cases. Merci beaucoup, Pauline. Merci à vous. Supercalifragilisticexpialidocious. Ce podcast vous a été proposé par Valtus, leader européen du management de transition. Retrouvez-le sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts et sur notre site valtus.fr.